Le but de cette vidéo est de démontrer la deuxième loi de Descartes pour la réfraction. C'est la formule n1 sinus i1 égale n2 sinus i2. Pour ceux qui confondent réfraction, réflexion, dispersion et diffraction, je rappelle que la réfraction est le phénomène que vous pouvez observer chez vous en plongeant un objet rectiligne, comme un crayon, dans un verre d'eau. Vous verrez comme une cassure du crayon au niveau de la surface de l'eau. Bon, par contre, c'est pas très flagrant. Une autre expérience plus significative, c'est si vous plongez votre bras dans l'eau d'un bassin ou d'une fontaine pour attraper un petit objet que vous voyez au fond. Il faut qu'il y ait quand même un peu de fond, pas seulement 30 cm d'eau. Au premier essai, votre main n'arrivera pas sur l'objet mais légèrement à côté, parce que l'image de l'objet que vous voyez n'est en fait pas exactement à l'emplacement de l'objet. Et au lycée, on effectue une expérience avec un laser et un prisme transparent pour pouvoir effectuer des mesures d'angle précises et tester la formule n1 sinus i1 égale n2 sinus i2. Schématiquement, on a deux milieux différents. Par exemple, le milieu 1 peut être de l'air et le milieu 2 de l'eau. Un rayon lumineux se propage dans les deux milieux. On observe qu'il se propage en ligne droite dans le milieu 1 jusqu'à l'interface entre les deux milieux, puis il se propage en une ligne droite dans le milieu 2, mais pas dans la même direction que dans le milieu 1. La direction du rayon réfracté dépend de la direction du rayon incident. Démontrer cette loi est un exercice faisable au lycée parce que les mathématiques nécessaires sont au programme, mais c'est quand même assez technique. C'est un exercice difficile, donc je vais donner des indications. On va procéder en 3 étapes. Première étape. Trouver un argument physique pour justifier une solution. Cette partie ne nécessite pas de connaissances particulières, il faut entre guillemets juste trouver une idée, il n'y a rien à démontrer. Deuxième étape. Faire un schéma, établir les notations. Et enfin, troisième étape, résoudre mathématiquement le problème. Je vous encourage à chercher par vous-même de votre côté, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, je vous préviendrai avant de donner la solution, et avant de donner la solution, je donnerai parfois des indications. Commençons par l'étape 1. On pourrait reformuler cette étape par la question suivante. Qu'est-ce qui pourrait contraindre la lumière à prendre un chemin plutôt qu'un autre? Le principe physique mis en jeu porte un nom, mais il n'est pas nécessaire de le connaître pour avoir l'idée. Je vous laisse chercher. Indication. Qu'est-ce qui peut faire que la lumière ne va pas aller en ligne droite? Pensez à une rivière. L'eau ne s'écoule pas forcément en ligne droite. Parfois, il y a des obstacles qui s'opposent à l'écoulement de l'eau, et l'eau contourne les obstacles. Qu'est-ce qui caractérise le chemin suivi par l'eau? Eh bien, c'est celui qui oppose le moins de résistance à l'écoulement de l'eau. On va utiliser un principe de moindre action, le principe de Maupertuis, pour être précis. On va chercher à minimiser quelque chose. Quand vous vous déplacez d'un endroit à un autre, parmi tous les chemins possibles, lequel prenez-vous? En général, le plus court ou le plus rapide, sachant que le plus court n'est pas forcément le plus rapide. On va donc soit minimiser une distance, soit minimiser un temps. Mais comme le chemin de plus courte distance est, pour nous, la ligne droite et que l'expérience prouve que ce n'est pas ce qui se passe, on va partir sur un problème de minimisation du temps de trajet. Passons au schéma. C'est une étape très importante en physique, notamment parce que vous allez indiquer sur le schéma les notations que vous allez utiliser par la suite. Il y a plusieurs possibilités, mais certains choix sont plus judicieux que d'autres. Je commence par tracer une droite indiquant la séparation entre un milieu numéro 1 d'indice de réfraction N1 et un milieu 2 d'indice N2, ainsi que deux points rouges. Le point dans le milieu 1 indique la source de lumière, c'est d'ici que part le rayon incident. Le point dans le milieu 2 indique un endroit où va passer le rayon réfracté. Vous pouvez mettre en pause et faire un schéma de votre côté. Une indication. Partez du principe que ces deux points sont fixes et que vous cherchez le rayon incident qui va donner le bon rayon réfracté, c'est-à-dire que l'inconnu est le point d'intersection entre le rayon incident et la ligne blanche de séparation entre les deux milieux. Ne partez pas d'un rayon incident fixé avec un emplacement du point rouge dans le milieu 2 inconnu. Allons-y. On trace un rayon incident et un rayon réfracté. Et on veut indiquer l'emplacement des différents points ainsi que différentes longueurs. Donc il nous faut un système de coordonnées. C'est la base quand il y a des considérations géométriques. Où est-ce qu'on place notre repère? A priori, vous pouvez le mettre n'importe où, ça marchera. Mais les formules mathématiques seront plus ou moins compliquées suivant l'emplacement. L'idée est de mettre des zéros dans certaines coordonnées. Je place l'origine 0, 0 et j'enlève le repère parce que sinon il y aura beaucoup trop de traits sur le dessin. Je note P1 le point de départ, A1 son abscisse, B1 son ordonnée, je note P2 le point d'arrivée, A2 son abscisse, qui vaut en fait 0 étant donné le repère que j'ai choisi, et B2 son ordonnée. Je note X
l'intersection des rayons entre les deux milieux. C'est l'inconnu du problème. J'ai fixé P1 et P2 et je cherche X. Je trace une droite verticale pour faire des projections et je décale un peu X. Alors X est l'abscisse de l'intersection, donc aussi la distance entre cette intersection et l'origine. Et j'indique quelques distances, quelques projections. Alors bien sûr, quand on cherche, on ne sait pas exactement ce dont on aura besoin. En pratique, on fait des ajustements au cours de la tentative de résolution. On pourrait placer par exemple des angles. Moi je m'arrête là pour l'instant. On passe maintenant à la troisième étape, la résolution mathématique du problème. Je rappelle que l'on veut minimiser le temps de trajet de la lumière et qu'on a identifié une inconnue, x, sur notre schéma. Ce que vous devez faire à ce stade, c'est exprimer le temps t de trajet en fonction de x, pour commencer, puis vous minimiserez la fonction obtenue. On y va. On a des distances sur le schéma. On cherche un temps, donc il nous faudrait des vitesses. Ça, c'est lié à l'indice du milieu. L'indice du milieu est égal à la vitesse de la lumière dans le vide, notée c, divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu, notée v1 ou v2 suivant le milieu. Ainsi, le temps de trajet t1 du rayon incident vaut L1 sur V1, donc N1 L1 sur C. De même, T2, le temps de trajet dans le milieu 2, vaut N2 L2 divisé par C. C et N1 N2 sont des données. Il n'y a donc rien de plus à faire avec ces constantes. On va essayer d'exprimer L1 et L2 en fonction de x, l'inconnu du problème. On a L1 égale racine carrée de B1 au carré plus 1 moins x au carré, et L2 égale racine carrée de x au carré plus B2 au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Puis, le temps de trajet total, t, c'est t1 plus t2, qui vaut ceci. Et ensuite, je remplace L1 et L2 par leur expression avec les racines carrées. J'obtiens que le temps vaut ceci. Et ce temps dépend de x. On a trouvé une fonction à minimiser pour, espérons-le, résoudre le problème. Alors là, je vais faire un petit rappel d'optimisation. On procède en deux étapes. La première étape, on cherche les points critiques de f, c'est-à-dire les points x vérifiant f' de x est égal à 0. Ensuite, deuxième étape, on détermine la nature des points critiques. Pour cela, on va tenter d'utiliser un argument de convexité et donc calculer la dérivée seconde et regarder le signe de cette dérivée seconde. Je mets en lien dans la description ma vidéo sur les fonctions convexes pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle. Alors, je vais utiliser la notation f de x pour ceux qui seraient gênés par le fait d'appeler t une fonction. Je cherche le ou les points x tels que f' de x est égal à 0. Donc il faut déjà dériver f. Je mets un petit rappel concernant les formules de dérivation qui peuvent poser problème ici, et je dérive. Puis, je résous f' de x égale 0. Ça, c'est équivalent à, donc je remplace par l'expression de f', en simplifiant les facteurs 2 qui étaient en trop. Et je passe la première fraction à droite de l'égalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va revenir au schéma. Que vaut x sur racine carrée de x au carré plus b2 au carré? De même que vaut a1 moins x sur racine carrée de b1 au carré plus a1 moins x au carré. Racine carrée de x au carré plus b2 au carré, c'est L2. Et x sur L2, c'est le côté opposé d'un triangle rectangle divisé par l'hypoténuse. C'est un sinus. On y arrive, on commence à s'approcher de la formule n1 sinus i1 égale n2 sinus i2. J'ajoute sur le schéma les angles I1 et I2, et j'écris ce que vaut sinus I1 et sinus I2. Puis je remplace dans l'équivalence précédente. J'ai donc f' de x égale 0, qui est équivalent à n2 sinus I2 égale n1 sinus I1. Finalement, il y a un unique point critique, c'est le point x tel que n1 sinus I1 égale n2 sinus I2. Il ne reste plus qu'à montrer que c'est bien un minimum. L'idéal serait que la fonction f soit convexe, c'est-à-dire que f seconde soit positive. Il faut donc que je dérive f'. Pour ceux qui font beaucoup d'erreurs de calcul, je conseille de découper l'expression en utilisant des notations intermédiaires. Je note g de x la première fraction et h de x la seconde. Je mets un rappel pour les dérivées difficiles. Je dérive d'abord h parce que l'expression est un peu plus simple, puis je dérive g. J'écris ensuite f seconde, et je vais réécrire h' et g' un peu différemment.
Bon maintenant, qu'est-ce qu'on veut démontrer? On cherche à savoir si par hasard f ne serait pas convexe. Donc il suffirait de montrer que pour tout x, f seconde de x est positive. On a déjà deux quantités positives ici, et deux autres là, parce qu'un carré est forcément positif. Il reste les deux expressions entre parenthèses, ces deux expressions-là. Que fait-on? Le problème vient des signes moins au milieu des expressions. Les racines carrées, elles, sont forcément positives, donc pas de problème. On va factoriser, comme ça. Ceux qui ont un doute sur l'égalité, partez du terme de droite, développez et vous constaterez qu'il y a bien égalité. On se retrouve avec, entre parenthèses, 1 moins quelque chose. Or, ce quelque chose est forcément plus petit que 1. En effet, c'est une fraction dont le numérateur vaut x au carré et dont le dénominateur vaut ce même x au carré plus b2 au carré qui est positif. Donc le dénominateur est plus grand que le numérateur. Donc la fraction est plus petite que 1. Et donc, 1 moins cette fraction est positif. Et multiplié par une racine carrée, c'est encore positif. On fait quelque chose d'analogue pour la deuxième expression. On factorise par la racine. Et on poursuit comme précédemment. Ainsi, f seconde est positive, et c'est fini. L'exercice est terminé.